Donc bonjour à tous, bonjour à tous et à tous. Donc aujourd'hui on va démarrer donc les explications du contenu de la séquence 1, donc qui s'intitule fonctions usuelles, n'est-ce pas? Donc les fonctions usuelles, ce sont les fonctions classiques que vous verrez tout au long de ce cours d'analyse 2. Donc on va démarrer ici dans cette séquence par les fonctions usuelles. Ensuite à la séquence 2, on va passer aux techniques de calcul d'intégrale et la séquence 3, naturellement, par les développements limités ou bien développement limité séquence 2, calcul d'intégrale séquence 3. Donc là, on peut faire l'une ou l'autre en séquence 2 ou séquence 3. Donc en tout cas, pour le moment, ce qui nous intéresse ici, ce sont les fonctions usuelles. Et donc parmi les fonctions usuelles, la première chose qu'on va voir ici, ce sont les polynômes. Donc les polynômes, voilà, c'est des choses que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vues en analyse 1 ou bien même avant même voilà, l'université en première ou bien en terminale. Donc, vous connaissiez bien, par exemple, les fonctions de type ax carré plus bx plus c. Donc, c'est ça, en fait, un exemple de polynôme. Donc, ici, on a avait un polynôme de degré 2. Donc, ça, c'était un exemple de polynôme de degré 2. Maintenant, nous, on va prendre juste le cas général. Donc, on appelle ici une fonction polynôme les applications de R dans R. Donc, les ensembles, les fonctions plutôt, qui s'écrivent sous cette forme-là. P de x égale à ça. N'est-ce pas? Donc ici, si vous regardez bien, si on s'arrête au polynôme de degré 2, on a des fonctions de cette forme-là, ax carré plus bx plus c, ou bien a1x carré plus a2x plus a3. Donc c'est la même chose ici. Alors ici, les coefficients ici, on les note par an, donc an moins 1 jusqu'à a0. Et donc ici, la variable c'est x et la puissance ici, donc c'est n. Donc ici, on a bien un polynôme de degré n. Et quand ceci est appelé polynôme de degré n, si et seulement si on a cette condition-là. Quelle est la condition? C'est an différent de 0. Pourquoi an différent de 0? Parce qu'il faut que le xn soit dans la fonction, c'est-à-dire que voilà, le coefficient qui accompagne xn ne doit pas être nul, sinon on n'aura pas de degré n, on n'aura pas de polynôme de degré n. Donc c'est ça qu'on appelle ici un polynôme de degré n. Et donc avec l'opérateur somme, on peut toujours l'écrire sous cette forme-là. Donc là c'est la même chose ici. Donc ici on a juste réécrit la sommation avec l'opérateur somme ici que vous connaissez déjà sûrement. Alors ici donc naturellement l'entier n s'appelle le degré du polynôme. Donc ici l'entier qu'on a ici donc c'est le degré du polynôme. Et donc on dit que ce polynôme là est de classe C infinie, c'est-à-dire c'est infiniment continu. Ici c'est des classes C infinie sur R. Donc là c'est des parties qu'on avait vues déjà dans le cours d'analyse 1. Et donc ici on peut réécrire ici le polynôme donc en factorisant ici par cette première partie là, c'est-à-dire cette somme là. Si on factorise par le terme an xn, donc x à la puissance n, on peut réécrire le polynôme là sous cette forme-là. Qu'est-ce qui nous permet de faire ça? Parce qu'on avait la condition que an est différent de 0. Alors si an est différent de 0, on peut diviser par an. Donc c'est juste ce qu'on a fait. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Donc ici, on a pratiquement ici la même écriture entre ces deux-là. Donc ici, on a la même écriture. Et donc ici, on peut déterminer rapidement les limites. Donc la limite en plus l'infini, ça donne plus l'infini. Et la limite en moins l'infini, ici, ça donne moins l'infini. Maintenant, puisque vous avez déjà compris le cours d'analyse, ceci c'est juste pour redémontrer le calcul de limite qu'on connaissait déjà. Maintenant ici, on verra juste, voilà, plus tard que cette limite-là va dépendre juste de ce coefficient-là. Donc du coefficient an. Donc si le an est positif, si la valeur de an est positive, alors la limite c'est plus l'infini. Si la valeur de an est négative, alors la limite c'est moins l'infini. Donc voilà, la limite donc dépend du coefficient du monôme. Donc dépend du monôme du plus haut degré. C'est ce que vous connaissez déjà. Le monôme du plus haut degré c'est quoi? Donc c'est ici le coefficient an. Alors, toujours donc dans les propriétés des polynômes de degré n, donc je rappelle qu'ici on a juste des rappels. Donc ici,
On a ici cette valeur-là. Donc là, il faut juste voilà, corriger un peu ici parce que là, normalement, ça doit être comme ça. Je vais rectifier ici. Pas, excusez-moi. Donc ça doit être comme ça. Donc ici, pair et impair, c'est pour n. Et donc AN positif ou négatif, c'est ici. Donc si AN, donc ici on a ce tableau-là avec les limites. Donc la limite de PN, donc selon que N est pair ou bien N est impair, et selon que A est positif ou que A est négatif. Donc vous avez ici ces valeurs-là. Un exemple, c'est-à-dire que si N est impair et A positif, alors ici la limite c'est moins l'infini. Donc tout à l'heure j'avais dit que la limite dépendait du coefficient du monome du plus haut degré, mais c'est pas seulement ça. Non seulement du monome du plus haut degré, mais également de la parité, voilà, du degré également. Donc si n est impair et que a est positif, donc ici on a cette limite là, ainsi de suite. Maintenant, ce qu'on connaît également dans le cas simple, ce sont les racines d'un polynôme. Les racines d'un polynôme, c'est quoi? C'est juste les valeurs qui annulent le polynôme. En d'autres termes, ce sont les solutions de l'équation p de x égale à 0. Donc les solutions de cette équation-là, les solutions de l'équation p de x égale 0, c'est ce qu'on appelle la racine des polynômes. Et si on a les racines des polynômes, alors on dira que le polynôme donc est factorisable. Par exemple, si vous avez un polynôme de degré 2, ce que j'ai rappelé tout à l'heure, donc ax au carré plus bx plus c, alors ici, vous connaissez, hein, donc pour déterminer les polynômes ici, on cherche delta. Alors selon le signe de delta, on peut déterminer par exemple x1 et x2 si delta est positif. Donc on va prendre ce cas-là. Alors dans ce cas, comment on réécrit ce polynôme-là? Ce polynôme serait juste a facteur de x moins x1, n'est-ce pas? Facteur de ici x moins x2. Et là, on se retrouve avec deux polynômes simples. Ça, c'est un polynôme qu'on peut appeler P1. Et là également, c'est un polynôme qu'on peut appeler ici P2. Donc là, je suppose donc que x1 est différent de x2 dans le cas où delta est positif. Alors si delta était égal à 0, on aurait juste un facteur de x moins x0, le tout au carré. Et donc c'est ce qu'on a ici. Donc l'ordre de multiplicité d'un polynôme. C'est-à-dire que le polynôme, pas l'ordre de multiplicité d'un polynôme, mais l'ordre de multiplicité d'une racine. Alors si on a une racine double, donc ici le k, la valeur de k ici serait égale à 2. Si on a une racine, voilà, dont l'ordre de multiplicité c'est 3, ainsi de suite jusqu'à k, on aura ce k là. Donc ici on peut directement avoir ici euh, ces racines là. Alors donc ici on va juste s'intéresser à une seule racine. Alors si on a une racine, alors on dira toujours donc que ici le polynôme px peut s'écrire sous cette forme là. Donc si on a une racine a, alors p de x égale x moins a à la puissance k, avec k l'ordre de multiplicité de k, c'est-à-dire si a est racine double, on aura 2, si a est 3 fois racine, donc racine triple, donc on aura k égale à 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on le verra dans les cas pratiques quand on va résoudre certaines équations. Et donc multiplié par une certaine polynôme, n'est-ce pas? Par exemple, si on avait un polynôme de degré 3, donc un polynôme de degré 3 peut bien s'écrire, par exemple, un polynôme de degré 3, on va l'écrire comment? Donc je vais dire par exemple A3 x cube, un exemple, hein, plus A2 x au carré, n'est-ce pas? Plus A1 x plus A0. Donc là, on a bien un polynôme de degré 3. Et ce polynôme de degré 3, s'il a une racine, par exemple, x0, peut toujours s'écrire sous cette forme-là, x moins x0. Je suppose ici que ça, c'est positif. Alors, puisque ici, on a un polynôme de degré 3, n'est-ce pas? Alors, si on a ici une seule racine, si on a encore, en tout cas une première racine, x0, donc là, vous voyez bien qu'on a ici un polynôme de degré 1. Alors, ça veut dire que ici, pour avoir maintenant le polynôme de degré 3, il faut l'écrire ici en fonction du polynôme de degré 3. Donc ici, on suppose qu'il va rester un nouveau polynôme, b2x2, je l'appelle comme ça, c'est juste un exemple, b1x plus b0. Et donc ceci nous donne donc un polynôme de degré 2
Et donc ce polynôme de degré 3 là s'écrit comme étant un produit de polynôme de degré 1 et un polynôme de degré 2. Donc là, c'est tout à fait naturel. Alors maintenant, si x était racine, si x0 était racine triple, dans ce cas, qu'est-ce qu'on aurait? Racine double plutôt. On aurait x moins x0, le tout au carré. N'est-ce pas? Alors dans ce cas, il va rester quoi? Il va rester, donc ici, donc, c'est un polynôme de degré 2. Parce que x moins x0 au carré, si vous développez, vous allez trouver un polynôme ici de degré 2. Alors ici, il va rester juste, donc, un polynôme du genre degré 1. Donc je l'appelle ici C1x plus C0. Et donc c'est ça ici la valeur. Donc c'est ça dans le cadre général. Et maintenant pour des exemples ici, on peut les retrouver facilement ici. Alors, donc ça c'était la première partie sur les polynômes. Hein. Donc on peut les passer également sur les dérivés. Donc là, on va y revenir pendant qu'on fera les exercices. Maintenant, dans la deuxième partie, maintenant toujours des fonctions usuelles, on a ce qu'on appelle les fractions rationnelles. Alors, donc pour comprendre les fractions rationnelles, on était obligé de comprendre d'abord c'était quoi les polynômes. Parce qu'une fraction rationnelle, c'est juste donc un quotient entre deux polynômes. Donc f de x égale p de x sur q de x, où p et q sont des polynômes. Et donc définis dans R privé de z de q, où z de q est l'ensemble des racines de q. Donc ça s'appelle aussi les pôles de f de x, c'est ce qu'on appelle également les pôles de f de x. C'est-à-dire les valeurs telles que f de x existent. N'est-ce pas? R privé de z de q, ce sont les valeurs telles que f de x existe. N'oubliez pas qu'on a une fraction. Alors quand une fraction existe, c'est si et seulement si son dénominateur est différent de 0. Alors ici, son dénominateur différent de 0 implique ici q de x est différent de 0. Alors qui dit maintenant q de x différent de 0, c'est-à-dire l'ensemble des x différents des racines de x, parce que n'oubliez pas que les racines, c'était les valeurs qui annulent le polynôme. N'est-ce pas? Puisque les racines, c'est les valeurs qui annulent le polynôme, donc on l'appelle ici z de q. Donc ici, f de x existe si et seulement si x n'est pas dans z de q. C'est-à-dire donc x appartient à R privé de z de q. C'est ce qu'on appelle R privé de z de q, c'est-à-dire toutes les valeurs réelles sauf les racines. Simple, toutes les valeurs réelles sauf les racines. Donc ici, il faut bien faire attention quand vous traitez des valeurs ou bien des fonctions de fractions rationnelles. Donc il faut toujours le domaine de définition. Tout à l'heure avec les polynômes, le domaine de définition c'était R. Il n'y avait aucune contrainte. Maintenant ici, le domaine de définition ce n'est plus R, mais c'est R privé des racines du dénominateur. Alors, donc toujours hein, dans les fonctions rationnelles, donc là on a les exemples de limites. Donc ici les exemples de limites dans les fonctions rationnelles. Donc ici on a p de x donc qui était égal à ça, un polynôme. Et f de x donc qui est le rapport entre p et q, avec q de x égal à ça. Donc le rapport entre ces deux polynômes là, ce polynôme p et ce polynôme q. Alors donc la limite on peut toujours la calculer comme ça. Au lieu ici de calculer la limite de f, on va juste déterminer ici cette limite là. N'est-ce pas? F de x sur ce rapport là. Donc si c'est égal à 1, on sait que cette limite là est égale à 1. Donc on savait que lorsque vous faisiez analyse 1, l'équivalence entre deux fonctions, n'est-ce pas? Alors si la limite du rapport entre deux fonctions est égale à 1, donc on avait l'équivalence. Alors dans ce cas, on a ces résultats alpha, bêta et gamma suivants. Alors si n est inférieur à p, n'oubliez pas ici que n c'est le degré de polynôme du polynôme p et p c'est le degré du polynôme q. Alors si n est inférieur à p, on a la limite qui est égale à 0, la limite de f. Alors si n est égal à p, on a la limite qui est égale à ça. Et si n est supérieur à 0, si n est supérieur à p également, on a la limite qui est égale à plus ou moins l'infini selon maintenant voilà, les mêmes règles qu'ici. N'est-ce pas? Alors pour être plus simple dans la pratique, la limite du rapport entre deux polynômes, c'est juste en prenant donc les monômes du plus haut degré. Donc la limite des monômes du plus haut degré. C'est-à-dire ici, an, xn, n'est-ce pas? Ça c'est le monôme. Ça c'est le monôme du plus haut degré de p sur b p
xp, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le monôme du plus haut degré pour Q. Et donc là, si vous le faites bien, normalement, vous allez avoir quelque chose qui est comme ça. Donc AN sur, non, ici c'est N, AN sur PP, n'est-ce pas? Maintenant, X à la puissance N moins P. Parce que le P d'en bas, si ça monte, ça devient N moins P. Et donc, on connaît maintenant cette limite-là en fonction du signe de N moins P. Et donc, c'est le résultat qu'on a développé ici. Donc, je rappelle que voilà, vous avez déjà ce polycopier du cours, hein, donc c'est à télécharger et puis voilà, de revoir tous ces résultats-là. Si ça demande de poser des questions au niveau des forums de partage du cours, donc là, vous venez en ligne, on en discute. Sinon, également, vous pouvez toujours reprendre ce type de démonstrations-là qui sont très simples parce que vous connaissez déjà les techniques de calcul de limites. Alors, donc là, on a les limites en un pôle, c'est-à-dire sur les valeurs où f de x n'est pas défini. N'est-ce pas? N'oubliez pas que, voilà, on avait le domaine de définition de f. Maintenant, on peut toujours calculer les limites, que ce soit dans le domaine de définition ou que ce ne soit pas dans le domaine de définition. C'est-à-dire quand on va tracer les courbes, quand on va regarder les asymptotes, les tangentes, ainsi de suite. Alors, dans ce cas, on peut toujours calculer les limites en un pôle, c'est-à-dire les limites dans les racines avec les racines de q de x. Alors, par exemple, soit à un pôle de f de x, c'est-à-dire a racine de q de x, alors on peut toujours écrire ça. Parce qu'on sait que si a est pôle de f, ça veut dire que a est racine de q de x. Donc, on peut toujours écrire cette valeur-là. Puisque a est racine de q de x, donc ça annule q de x. Donc, q de x égale 0, implique a est solution en tout cas. Alors, donc, ici, si on a ça, ça veut dire qu'ici, on sait que le produit de deux facteurs est nul. Si l'un est nul, on sait que ici, x moins 1 est x moins a est égal à nul ici, parce que x est égal à a, si q de x est égal à 0. Donc ici, q1x, donc le polynôme restant, est différent de 0. Et donc on peut toujours écrire p de x sous cette forme-là. Et donc dans ce cas, on aura f qui sera écrit de cette manière-là. N'est-ce pas? Et du coup donc, la limite sera exactement ici, cette valeur-là. Puisque ici, P1 de A est différent de 0, Q1 de A est différent de 0. Alors si on calcule la limite de P1 sur Q1, on remplace juste x par sa valeur, qui est A. Donc ici, ça se ramène donc à cette limite-là. Et donc cette limite-là va dépendre seulement du signe de n moins m. Donc en fonction de m ici et de n. Donc là, il y a beaucoup d'exercices qu'on fera sur ça lors des TD. Alors, après les polynômes fonctions rationnelles, on va voir également ce qu'on appelle la fonction ln, donc le logarithme nappérien. Donc ici, on va juste prendre un cas particulier de la fonction logarithme, parce que la fonction logarithme, c'est le logarithme en base de quelque chose. Donc nous, on va pas prendre logarithme en base de a ou bien en base de x, mais juste la fonction logarithme nappérien, la fonction ln, logarithme en base de e. Donc là également, c'est une fonction qu'on connaît déjà, hein. Donc là, on va juste donner les propriétés, ensuite on passe à la fonction exponentielle. Excusez-moi. Donc ici sur les propriétés, donc ici on a, voilà, on connaît la dérivée, donc l'asymptote horizontale, l'asymptote verticale plutôt, c'est la droite d'équation x égale 0. Donc ici la tangente, l'équation de la tangente en 1, 0. Donc voilà, c'est y égale, donc c'est cette fonction là, et la courbe donc admet une branche parabolique de direction OX. Donc, on connaît toujours la valeur, hein. Donc voilà, la dérivée c'est 1 sur x. On connaît également les dérivées usuelles. Donc là, c'était le chapitre 3 ou 4, je crois bien, du cours d'analyse 1. Donc on sait que la fonction ln, elle est définie comme ça. Donc c'est juste la fonction qui est comme ça. C'est cette représentation graphique là, c'est ça la fonction ln. N'est-ce pas? Donc la tangente ici, c'est ça, c'est cette équation, c'est l'axe des, pas tangente, mais plutôt branche parabolique de direction OX, ça est là. Donc voici la branche parabolique. Et donc l'asymptote verticale plutôt, c'est ça. Donc là, on a bien ici l'asymptote verticale. Donc ici, la courbe ne touche jamais la droite d'équation x égale 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Et là, ici, on a une branche parabolique de direction OX. Donc voici la direction OX.
Donc c'est exactement ça la représentation ici de la fonction logarithmique. Alors après la fonction logarithme, naturellement on passe à la fonction exponentielle qui est juste la bisection de la fonction ln. Donc la bisection, pourquoi? Parce qu'on sait que voilà, euh, 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 exponentielle de ln de x donc égale à x, n'est-ce pas? Donc c'est ça qu'on appelle la bisection, donc réciproque même, parce que ln de exponentielle également est égal à x. Donc ces deux fonctions sont des bisections ici réciproques. Alors donc là également on a ces valeurs là, on a ces résultats là. Donc la dérivée de exponentielle, c'est exponentielle, très simple, n'est-ce pas? Sa fonction réciproque, c'est ln. Et donc ici on a quelques propriétés qui sont à peu près les mêmes propriétés que la fonction puissance. Donc exponentielle de a plus b, c'est produit. Donc exponentielle de somme, c'est produit des exponentielles. Donc exponentielle de la différence, c'est le rapport des exponentielles. Exponentielle de moins, c'est l'inverse de l'exponentielle. Donc là, c'est très simple. Donc ici, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc généraliser ce résultat A là en C. Donc ici, c'est exponentielle de la somme, c'est produit des exponentielles. Donc c'est des résultats similaires à la fonction puissance que vous connaissez déjà. Donc ça, c'est une répétition de la base, donc c'est du déjà vu. Alors là, c'est également les résultats sur les limites. Donc exponentielle, tout ça, c'est exponentielle de la somme, c'est produit des exponentielles. Parce que exponentielle de NA, on sait que NA, c'est juste A plus A, n'est-ce pas? Donc plus A, N fois, n'est-ce pas? Alors ça, si on le fait N fois, donc on revient à ça. Ça sera donc exponentielle de A multiplié par exponentielle, ainsi de suite. Donc ça sera exponentielle de A à la puissance N. Et donc là, ici, on a les résultats de ces limites-là. On a déjà le tableau de limites usuel qu'on connaît déjà. Alors ça, maintenant, c'était un cas particulier de la fonction logarithme. Maintenant, dans le cas général, donc là, c'est les propriétés graphiques. Donc là, c'est les propriétés graphiques. Alors maintenant, c'était le cas particulier de la fonction logarithme. Maintenant, le cas général, c'est ce qu'on appelle logarithme de base A. Donc tout à l'heure, ln, c'était logarithme de base E. Alors ici, on a le logarithme de base A. Donc logarithme de base A d'une variable, c'est juste ln de x sur ln de A. Donc si vous avez le logarithme en base 10, c'est ln de x sur ln de 10, ainsi de suite. Donc c'est ça le logarithme en base. Donc ça dépend juste de la fonction ln. Donc très simple ici. Alors là, c'est comme ça qu'on note ça. Donc ça, c'est le cas particulier. Log en base E, c'est ln. Donc on l'appelle comme ça, log en base 2, c'est ln ou bien log. Donc si a égale 10, donc on a le logarithme décimal noté log. Donc si a égale 10, donc c'est ce qu'on appelle ici log. Donc si a 10, donc si vous voyez seulement log de x, sachez que c'est exactement log en base 10 de x. Donc par défaut, donc on va juste écrire log. Alors si on met juste log, c'est log en base 10. Alors donc là, les propriétés suivantes se déduisent aisément de celles du logarithme népérien. Donc ça va juste dépendre du logarithme népérien, avec juste le log de a qui sera dans les produits. Donc c'est juste un produit, parce que log en base c'est ln sur multiplié par 1 sur ln de a. Donc ici on a ces mêmes propriétés là qui découlent maintenant des propriétés de la fonction logarithme népérien ln. Donc là c'est très simple. Alors après ça, on a également ce qu'on appelle, on l'utilise rarement, mais ça existe, ce qu'on appelle exponentielle de base A. Alors là, c'est l'application réciproque de log de base A, parce que exponentielle de x, c'était l'application réciproque de ln de x. Donc exponentielle de A, c'est l'application réciproque de logarithme de base A. N'est-ce pas? Et c'est défini comme ça. Exponentielle en base de A, c'est juste ça. Donc exponentielle de x, ln de A.
Donc c'est défini comme ça. On l'utilise rarement, sinon on peut l'utiliser sans le dire généralement, mais voilà, ça existe parce que voilà, l'application log en base A de x admet une bisection réciproque. Et donc sa bisection réciproque, on peut l'appeler log exponentielle de base A. Et donc là, on a ici ces propriétés-là. Donc ici, on a les propriétés. Ça, c'est ça normalement, c'est les... Voilà, on a ici ces propriétés ici. Alors, je ne sais pas comment il a fait son cours, mais là c'est les propriétés de la fonction puissance, hein, normalement. Donc, c'est ici, c'est les propriétés donc, de la fonction puissance. Donc, AX. Donc, ici, on a les propriétés de la fonction puissance ici. Donc, c'est ça les propriétés ici de la fonction puissance. Donc, c'est ce qui suit en fait. Voilà, ici, on a la fonction puissance. Donc, la sixième partie. Donc ici, on a la fonction puissance. Et la fonction puissance, on peut toujours l'écrire en fonction de exponentielle de ln. C'est ça qu'on a fait ici. Donc, la fonction puissance x puissance alpha, c'est exactement exponentielle de alpha puissance x. Parce qu'on sait que x, c'est exponentielle de... N'est-ce pas? Il suffit juste de composer par l'exponentielle ln. Parce qu'on sait que l'exponentielle ln de x, c'est l'identité. Si on compose, on aura exactement cette valeur-là. Et donc là, on retrouve donc pratiquement avec... voilà ce qu'on avait dit tout à l'heure avec l'exponentielle en base alpha ici. Ou bien l'exponentielle en base x. Donc ça peut être n'importe quoi ici. Alors, donc x à la puissance alpha égale exponentielle de x ln de x. Et donc ici, il y a des conventions qu'on donne ici. Donc là, on donne ici. On doit donc 0 à la puissance n égale à 0. Alors, donc cette application-là donc est de classe C infinie, donc continuellement dérivable. Et ici, on connaît la dérivée première. Donc, vous connaissez déjà ce type de dérivée-là. Alors, ça, c'est strictement croissante pour alpha est positif. Donc, sur R+. Donc là, donc, la dérivabilité, donc, si alpha est supérieur à 1, donc on a ici P', donc, qui est égal à 0. Si alpha est supérieur à 1 plutôt, donc, est dérivable en 0. Et donc, P' en 0, ici, il y a 0. Donc, P' de alpha en 0 est égal à 0. Donc, appliqué à 0. Et donc, ici, dans le cas, donc, dans d'autres cas, donc, ici, si K alpha est négatif, donc, on l'a ici en haut. Donc, c'est un peu mal organisé, ces captures du cours, mais bon. Si vous lisez bien le fichier PDF qui est dans le cours, donc, dans le dossier du cours, donc, vous allez vous retrouver. Maintenant, l'essentiel, c'est donc de reprendre tout ça. Donc, les propriétés de la fonction, donc c'était ça, hein. Donc il l'a mis avant, c'est très bizarre. Donc ici on a ici les caractéristiques ou bien les propriétés de la fonction puissance. Alors là on a quelques résultats donc sur la croissance comparée. Donc là ça nous permet juste voilà de voir un peu la croissance comparée entre les différentes fonctions usuelles qu'on a vues, c'est-à-dire la croissance comparée entre la fonction ln et la fonction qui domine qui entre la fonction ln et la fonction puissance, entre la fonction exponentielle et la fonction puissance, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc là, les résultats là, on l'a sous forme de limite, n'est-ce pas? Alors, si ici on nous dit que limite de ln de x à la puissance bêta sur x à la puissance alpha égale à 0, c'est-à-dire qu'ici, la fonction puissance domine. Parce que la limite c'est 0, donc ça veut dire que c'est la limite de 1 sur alpha qui domine. 1 sur x à la puissance alpha. N'est-ce pas? Ici également, on a cette limite. Quand x est envers 0, c'est-à-dire que c'est ça qui domine. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle croissance comparée. Donc la limite, on compare les fonctions en plus l'infini, en accroissement, n'est-ce pas? En plus l'infini, asymptotiquement. Donc on compare les fonctions asymptotiquement, c'est-à-dire qu'en plus l'infini. Alors maintenant, là c'était la domination entre la fonction ln et la fonction puissance. Donc ici on avait dit que la fonction puissance domine parce que ici la limite c'est 0, ça veut dire que 1 sur alpha bouffe ici ln de x à la puissance alpha. Et ici quand x tend vers 0, donc la croissance comparée nous dit que ça donne 0, ça veut dire qu'ici au voisinage de 0, x à la puissance alpha bouffe ici, donc je dis voilà,
ln de x à la puissance alpha. Donc ici également x à la puissance alpha domine. N'est-ce pas? Alors maintenant, moins l'infini, à plus l'infini avec exponentielle et puissance. Ici, on voit bien que la limite donne plus l'infini. Donc ça veut dire que la limite ici dépend de l'exponentielle de x. Donc la fonction exponentielle domine la fonction puissance ici. De la même manière, ici, cette limite-là. Ainsi de suite, ainsi de suite. On a d'autres résultats qu'on a ici dans le cas général. Donc ici, c'est toujours la fonction logarithme en base. Hein. Donc là, tout à l'heure, ce que je disais ici comme étant les propriétés de la fonction puissance, c'est exactement ici la propriété de la fonction logarithme en base A. Donc ici, on a juste écrit ça sous forme, voilà. Donc ici, on a ici d'autres résultats. Alors, d'autres résultats qu'on va donner ici, ce sont les fonctions hyperboliques. Alors, les fonctions hyperboliques, c'est très simple parce que ça dépend juste de la fonction exponentielle. Alors là, c'est ce qu'on appelle la fonction cosinus hyperbolique, CHX. Et là, ici, on a la fonction sinus hyperbolique. Et donc, vous voyez, là, c'est très simple hein, parce que ça dépend juste de la fonction exponentielle qu'on connaît déjà. Alors ici, on connaît cette relation-là qui nous simplifie la vie parce que voilà, beaucoup de calculs qu'on va faire vont dépendre de ça. Donc, cosinus carré hyperbolique moins sinus carré hyperbolique égale 1. Donc là, c'est l'inverse, pas l'inverse, mais c'est pas la même chose que cosinus et sinus. Parce que pour le résultat de cosinus et sinus, on avait la somme des carrés est égale à 1. Maintenant, si c'est des fonctions hyperboliques, cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique, c'est la différence des carrés entre cosinus et sinus qui donne 1. Donc ici, on a ces formules hyperboliques qu'on a là. Donc, somme, cosinus de la somme. Donc ça s'écrit comme ça. Donc ici, il faut bien faire attention sur ces formules-là et essayer de trouver une méthode pour, voilà, pour se rappeler à chaque fois de ces types de formules-là. Donc vous pouvez toujours vous baser sur les formules trigonométriques hein, pour trouver un moyen, parce qu'en général, les étudiants ont souvent des techniques pour capter ce type de relations-là. Donc naturellement, on va définir ce qu'on appelle la tangente hyperbolique. Tangente sur sinus sur cosinus. Donc tangente hyperbolique également va donner sinus sur cosinus. Et donc ici, on a la relation sur ça. Donc, qui va compléter ici cette formule-là. Donc, il va compléter l'ensemble de ces formules-là. Alors, on a également ce qu'on appelle arc sinus hyperbolique et arc cosinus hyperbolique. En même temps, arc tangente hyperbolique. Donc ici, c'est pratiquement la même chose parce que vous avez les fonctions cosinus, les fonctions sinus. À partir des fonctions cosinus sinus, vous avez ce qu'on appelle arc. Donc ici, il faut bien faire attention. Arc cosinus et arc sinus. Maintenant, avec les fonctions hyperboliques, ici, on a arc. Donc, argument de sinus hyperbolique, argument de cosinus hyperbolique et arc ici de tangente hyperbolique. Alors ici, c'est quoi arc de sinus hyperbolique? Donc on sait que la fonction sinus hyperbolique ici, elle est continue, strictement croissante de R dans R. Donc il y a une bisection et c'est sa bisection réciproque qu'on appelle ici arc sinus hyperbolique. Donc c'est juste la bisection réciproque de la fonction sinus hyperbolique. Et là, c'est très intéressant quand on va faire le calcul d'intégrale. Donc quand on fera les résultats sur les calculs intégrales, vous verrez qu'on va utiliser beaucoup de fonctions sur les bijections réciproques des fonctions hyperboliques. Arg SS, arg CH, arg TH, ainsi de suite. Donc il y aura beaucoup dans les chapitres suivants.
Alors, excusez-moi de cette petite absence. Donc ici, donc, on a les résultats. Donc on a dit que c'est la valeur. Donc ici, vous avez ce résultat-là. Donc si x égale arg sh x, alors ça veut dire que y égale sh de x. Et donc ici, on a la relation là entre les dérivés. Donc sinus hyperbolique prime égale cosinus hyperbolique. C'est à peu près les mêmes choses, peut-être à des signes près, entre cosinus et sinus. Maintenant, si les valeurs ici sont différentes, donc ici, on ne va pas donner ici donc la valeur directe donc, de l'arc sinus, mais on va donner ici sa dérivée. Donc sa dérivée, ça est là. Parce que nous, ce qui nous intéresse le plus, ce sont plus tard les calculs d'intégrales. Par exemple, imaginons qu'on essaye de calculer des intégrales de ce type-là. Intégrale de 1 plus, voilà, t carré, racine carrée. Je vais prendre racine carrée de t carré. Donc si on calcule ce type d'intégrale-là, là, ça va être très difficile souvent de le faire théoriquement. Comment on fait? On va juste les identifier avec ces fonctions-là. Vous voyez? Donc là, cette intégrale-là nous donne juste arg sh de x. Donc c'est ça l'intérêt de définir ces types de dérivés-là. Maintenant, on peut toujours écrire ici l'expression, donc en calculant tout, et donc ici l'expression nous donne cette valeur-là. Donc ici, on nous donne juste ici comment on le détermine. Parce que voilà, c'est en fonction des exponentielles. Donc on peut toujours résoudre l'équation f de x égale y en termes de y. Avec comme inconnu, c'est parce que c'est comme ça qu'on détermine. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de comment on détermine une fonction réciproque. Alors je le rappelle ici, donc pour déterminer une fonction réciproque, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste résoudre l'équation f de x égale y. Maintenant, d'inconnu x, donc inconnu x. Donc c'est comme ça qu'on cherche une fonction réciproque. Donc d'inconnu x. Et donc normalement là, vous devez trouver x égale à un certain g de y, qui sera rien d'autre que f moins 1 de y. Et donc là, vous retrouvez ici la fonction réciproque. Donc c'est comme ça qu'on détermine généralement la fonction réciproque. C'est-à-dire que f de x, on résout l'équation f de x égale y. Et donc x égale g de y égale f de x. Et là, sur la fonction g que vous avez là, vous aurez exactement g égale f moins 1. Et donc là, vous aurez g égale, soit g donne la fonction réciproque de f. Et donc c'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc c'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc on a ici y égale f de x, n'est-ce pas? Et donc ici, on va résoudre l'équation en x. Donc ici, on fait un changement de variable parce que c'est des exponentielles, n'est-ce pas? Alors si on fait un changement de variable, on se retrouve avec cette équation-là. Et du coup, on se retrouve avec cette équation. Donc ici, on a une équation du second degré avec les coefficients qui sont ici 1, moins 2y, et c égale moins 1. Donc on cherche delta, donc toujours ici, y n'est pas l'inconnu, mais c'est x l'inconnu. Et ici, on a deux valeurs entre x1 et x2. Et donc ici, on se retrouve avec cette valeur-là. Et à la fin, donc, on a sinus hyperbolique qui est égal à ça. Et on fait la même chose avec arc sinus, arc cosinus, ainsi de suite. Donc pour arc cosinus, la dérivée ici, c'est racine carrée de 1 sur racine carrée de 1 moins y carré, ainsi de suite. Alors vous voyez donc que là c'est pas très compliqué. Alors maintenant dans la suite, donc ici on a donc la fonction arc-tangente. Donc toujours la dérivée. Maintenant ici pour arc-tangente, la dérivée, il n'y a pas de racine carrée. Donc c'est juste 1 moins 1 sur 1 moins y carré. Donc pour dire arc-tangente prime de y.
Et donc l'expression, toujours avec la même idée, hein, toujours résoudre les quoi. Donc ici, on le passe par l'intégrale. Là, c'est plus simple. Parce que là, si on connaît la dérivée, donc si on intègre donc la dérivée, on va trouver la valeur. Donc ici, c'est comme ça qu'on le fait. Donc on écrit cette fonction-là sur cette valeur. Donc là, on le verra, hein, dans le cours de calcul intégral, donc dans la séquence suivante. Donc là, ne vous inquiétez pas, comment on fait ce calcul intégral-là. Donc là, c'est le chapitre 2. Donc là, on va y revenir au cours du chapitre 2, donc à la séquence suivante. Donc là, c'est très simple, hein. Là, c'est très simple. Et du coup, à la fin, on se retrouve avec cette valeur-là. Donc ici, c'est des primitives. Donc il suffit donc de rajouter ici une constante. Donc là, on le verra dans le cours de calcul intégral. On ne va pas anticiper sur ça. Alors, les fonctions vectorielles maintenant. Donc là, on appelle les fonctions vectorielles toute fonction donc, qui a été associée vecteur de ft. Donc là, c'est juste des vecteurs. N'est-ce pas? Alors ici, c'est ça. Donc normalement, vous l'avez déjà vu dans votre cours d'algèbre. Donc pour vous dire que voilà, ce cours d'analyse également est très complet parce que ça regroupe beaucoup de choses en même temps. Donc dans votre cours d'algèbre, vous connaissez déjà c'est quoi une base. Sinon, vous êtes en train de le faire. Donc ici, on va juste choisir ici une base donc de l'espace vectoriel E en dimension finie. Donc le vecteur, la fonction vectorielle ft, donc on peut se mettre sur cette formule-là. Donc f de t peut être écrit sur cette formule-là. Donc où f1 donc sont des fonctions, donc est une fonction à valeur vectorielle ici. Donc son étude se ramène à celle de n fonctions à valeur réelle. Donc pour une fonction vectorielle est composée donc d'une fonction de n fonctions à valeur réelle. C'est comme si on vous disait par exemple que f ce n'est rien d'autre que, voilà, vous connaissez déjà le vecteur f1, f2, ainsi de suite jusqu'à fn, vecteur fonctionnel. Donc vous connaissez par exemple un vecteur, quand on vous donne ici un vecteur u, vous pouvez l'écrire donc sur cette formule-là a, b, c, c'est exactement les mêmes notations qu'on a ici. Et là on a donc une combinaison linéaire avec une base de l'espace vectoriel. Donc là, soit vous êtes en train de le faire dans votre cours d'algèbre 1, sinon vous allez le faire bientôt. Parce que c'est en même temps que le cours d'analyse 2 qu'on est en train d'expliquer là. Donc là, voilà, c'était juste voilà, une partie supplémentaire, hein, donc qui n'est pas forcément dans le programme, mais qui est super intéressant de le connaître. Je crois que même dans les exercices, on va pas faire ça, mais voilà, c'est toujours important de faire, parce qu'on est en train de faire le cours sur les fonctions usuelles, donc ça fait partie également des trucs. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette partie-là, c'est que si on sait faire pour une fonction fi, donc on peut toujours les composer, donc dans le cas vectoriel, pour faire l'étude avec la fonction vectorielle f1, f2, ainsi de suite, f1, f2, f3, ainsi de suite, f1, f2 jusqu'à fn. Donc ici on a les propriétés très simples que vous pouvez relire. Alors si vous avez des problèmes ici, on peut toujours en discuter au niveau du forum de partage. Et donc là on vous donne ici un exemple dans R2, donc dans un repère orthonormé. Donc là c'est un exemple purement géométrique, vraiment très intéressant ici. On a un vecteur OM qui peut s'écrire sur cette formule-là. Donc OM égale f de t plus x de t i plus y de t j. Donc là, c'est juste un exemple. Maintenant, ici, on vous donne donc ces remarques-là. Si t parcourt donc l'ensemble de définitions, donc je ne sais pas pourquoi il a dit si t parcourt t, mais c'est juste. Alors donc dans ce cas, mt parcourt donc ici je vais juste dire dt, hein, donc l'ensemble de définitions. Donc ici on peut juste dire dt. Donc dans ce cas, mt donc va parcourir avec une vitesse qui est donnée par ça. Donc f' est égal à ça. Donc ici c'est prime. X' de t, y' à l'instant t. Donc si donc f est dérivable. Si f est dérivable. Donc je rappelle que dans ce cours également, il y a beaucoup d'erreurs, hein, il y a beaucoup d'erreurs de saisie. Et pour retrouver toutes ces erreurs là et les reconnaître, il faut vraiment comprendre ce qu'on a expliqué.
Et puis voilà, reprendre certaines démarches qui sont faites dans le cours. Alors si vous reprenez et que voilà, il y a des problèmes, vous pouvez toujours venir au niveau des forums et puis on en discute là-bas et puis voilà, parce que ça arrive, hein. Ça arrive peut-être il a fait quelques coquilles pendant la saisie de son cours, donc on peut toujours revenir sur ça et puis voilà, corriger certaines parties. Alors donc c'est ce qu'il fallait voir donc dans cette première séquence, hein, de ce cours. Donc voilà, la suite maintenant sera les explications des exercices proposés dans le cours, donc des exercices de TD. Et maintenant c'était ça l'explication du contenu de cette première séquence là. Alors donc on se donne rendez-vous pour les explications des exercices donc de la